toutes les formes autobiographiques possibles. Alors, c'est le journal intime aussi bien que la confession, par exemple. Oui, l'autobiographie Oui, elle-même, d'ailleurs, oui. aussi, oui. Ce que je vais essayer d'expliquer avec des exemples. Je vais prendre trois exemples Mhm. pour illustrer cette présence, pour ne pas dire cette prééminence des formes autobiographiques pardon, dans le roman des années 60. Le premier exemple, c'est Le libraire de Gérard Bessette. S'il est un roman emblématique du tournant des années 60, Mhm. Le libraire qui paraît en 1960, c'est bien ce roman où Hervé Vaudoin s'installe dans le petit village de Saint-Joachim comme libraire. Sa vie est assez simple, il la passe dans sa chambre d'hôtel, à la taverne ou dans sa librairie. Le roman est particulièrement bien connu pour la question de la censure. Puisqu'il occupe une partie de la librairie très particulière, le Oui, Capharnaüm. Capharnaüm, en effet, l'équivalent d'enfer qu'on appelait ailleurs dans les collèges, Mm. donc l'endroit des livres confinés ou interdits. Et ce Mauvais libraire, à proscrire. oui, avec les codes. Ouais. Et ce libraire, je ne sais pas si c'est malencontreusement, je ne suis pas sûr, mais donne à un étudiant du collège un essai sur les mœurs de De Voltaire. Voltaire, oui. Et bien sûr, l'étudiant se fait prendre au collège. Le nom de la librairie est là et le curé débarque avec véhémence la librairie pour vilipender le méchant libraire. Mais c'est le libraire qui a le dessus finalement, qui le confond complètement. C'est évidemment un roman qui touche essentiellement la question de la censure, qui est un peu mieux situé en 1960. Mais revenons à nos formes autobiographiques. Mhm. Ce roman-là, c'est un journal intime, fictif évidemment. C'est un journal intime. Alors, d'ailleurs, il y a plusieurs romans des années 50, surtout 60, qui sont des journaux intimes fictifs. Mhm. Et le libraire raconte toute sa vie de libraire, de beuverie aussi, parce que ce qu'il fait le soir, c'est de boire de la bière, Ouais. sa vie d'hôtel dans son journal intime jusqu'à ce qu'il se sauve à la fin avec tout le monde. Oui. Alors, donc, journal fictif et déconstruction de la censure. Oui. Deuxième exemple. C'était toujours dans le libraire. Donc, deuxième exemple. Oui. Oui. Second exemple, prochain épisode. Peut-être revenir sur le libraire Oui, bien avec sûr. Avec cette plaisir, citation toujours. superbe de la toute fin de ce journal intime, dans lequel me rappelle l'auteur, enfin le personnage qui dit je, marque son désabusement total par rapport à l'aventure qu'il a vécue, qui pourrait être une aventure gratifiante. Il a quand même œuvré à la diffusion des idées, à la diffusion de Voltaire, etc. Mais il n'en tire aucune gloire, semble-t-il. Il a perdu son travail et il écrit et il termine sur un ton très très neutre son roman. Quant à moi, il va falloir que je me crée de nouvelles habitudes. On pense trop quand on ne suit pas une petite routine bien tracée d'avance et c'est désagréable. Dans une couple de semaines, je suis sûr que tout va marcher sans anicroche. Je me suis trouvé une chambre convenable. C'est un commencement. Je dis convenable, je veux dire qu'elle ne me coûte que 18 $ par mois. Le reste, la guerre d'importance. Je me suis de plus acheté un vieux fauteuil chez un regrattier de la rue Craig. On doit le livrer aujourd'hui. Il va peut-être falloir aussi que je change de matelas. Celui que j'ai contient certaines bosses qui exagèrent. Il est possible aussi que je m'y habitue. En tout cas, je serai bientôt fixé. Une semaine, 2 semaines peut-être en un sens. Je regrette que ce journal soit terminé. Moi, je pourrais naturellement en commencer un autre, mais à quoi bon? Montréal n'est pas Saint-Joachim. Il y a moyen de s'y distraire d'une autre façon, même le dimanche. Point final. On a effectivement une sorte de refus de se dresser en héros d'une sorte de lutte civique contre le clergé. Et nos auditeurs sagaces auront sans doute reconnu Hmm.
grâce en particulier à l'excellente lecture de Bernard, un ton très proche de celui de l'étranger. Oui, Le roman a été rapproché très souvent de l'étranger par cette indifférence fait. des contenus Oui, et indifférence dans le langage. oui. Vous alliez parler d'un autre exemple. Ouais. Célébrissime celui-là, c'est-à-dire prochain épisode du Berraquin. Oui, Alors, dans ce roman, remarquable par ailleurs, même s'il présente certaines difficultés de lecture au début, euh, dans ce roman, le narrateur, qui se nomme simplement Je, doit tuer, assassiner un certain De Heutz, qui représente le pouvoir dominant, le pouvoir anglais, assurément. Mais il ne le peut pas. Et son roman se déconstruit, se décompose progressivement. Mais pourquoi? Pourquoi ce roman se déconstruit-il? Pourquoi je ne peut-il accomplir ce meurtre? C'est que l'auteur, et là je parle bien de l'auteur, j'ose, l'auteur Hubert Aquin avait lui-même échoué dans sa quête révolutionnaire et avait été emprisonné. Et il refuse que son roman devienne, et c'est lui-même qui le dit, un mensonge compensatoire. Il refuse que son roman soit une compensation littéraire pour un échec historique. L'histoire l'emportant sur le littéraire. C'est ce même Aquin qui a dit « J'ai joué sur mon autobiographie comme si c'était de la fiction ». Et c'est là que je veux faire apparaître effectivement cette deuxième forme, cette fois-ci une forme autobiographique. Dans le cas du premier Bessette, c'était la forme du journal intime. Ici, c'est la forme autobiographique, mais qui n'est manifestement pas une autobiographie. C'est une autobiographie fictive et, de toute évidence, construite à partir de la situation même à la fois du narrateur et de l'auteur. Alors, ce roman exceptionnel réussit à conjuguer les affres d'une autobiographie à un échec historique, le sien et peut-être celui du peuple québécois, ce qui explique pourquoi le roman ne pouvait pratiquement pas s'appeler autrement que prochain épisode. L'épisode ne pouvant pas. C'est sûr. Et si vous me permettez de citer non pas la fin, comme je l'ai fait pour le libraire, mais l'incipit, la première page de prochain épisode d'Aquin, où l'on voit effectivement la situation inconfortable dans laquelle s'annonce le texte qu'on va lire. Ça commence par Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses. Encaissé dans mes phrases, je glisse, fantôme, dans les eaux névrosées du fleuve, et je découvre dans ma dérive le dessous des surfaces et l'image renversée des Alpes. Entre l'anniversaire de la révolution cubaine et la date de mon procès, j'ai le temps de divaguer en paix, de déplier avec minutie mon livre inédit et d'étaler sur ce papier les mots-clés qui ne me libéreront pas. J'écris sur une table à jeu près d'une fenêtre qui me découvre un parc cintré par une grille coupante qui marque la frontière entre l'imprévisible et l'enfermé. Je ne sortirai pas d'ici avant échéance. Cela est écrit en plusieurs copies conformes et décrété selon les lois valides par un magistrat royal irréfutable. Nulle distraction ne peut donc se substituer à l'horlogerie de mon obsession ni me faire dévier de mon parcours écrit. Au fond, un seul problème me préoccupe vraiment, c'est le suivant. De quelle façon dois-je m'y prendre pour écrire un roman d'espionnage? Fin de citation. Là, le roman est mal parti, si j'ose dire. Oui, c'est ça. Il est bien parti pour nous, par contre, parce qu'effectivement, il met vraiment en relief, à l'exception du choix, mais il y a une création verbale magnifique là-dedans, une met en relief tous les principaux traits du roman des années 60, ce narrateur qui dénude, même qui construit le procédé, et comment je dois m'y prendre pour faire un roman d'espionnage. Ensuite, il continue cette réflexion-là. Mais sur un arrière-fond politique très marqué, puisque le procès doit avoir lieu. Il est question aussi du juge royal, donc c'est le système fédéral canadien qui est là entre les lignes, effectivement. Cette conjugaison du politique,
du littéraire et de l'autobiographie dans Hubert Aquin, pour moi, Oui, c'est magnifique. oui. Je pourrais peut-être signaler un autre cas de formes autobiographiques. Oui. Donc, le journal intime, forme autobiographique. Ce dernier cas, je vais y aller plus rapidement, mais il s'agit de, si je peux me permettre, une préférence personnelle d'un très beau roman que j'aime beaucoup de Jacques Ferron, qui s'appelle La Mélanchier. Dans La Mélanchier, Tina Mère de Portenqueux raconte son enfance quand elle avait à peu près 5 ans, mais elle raconte ça comme narratrice au moment où elle a une vingtaine d'années. Mais toute son enfance est racontée jusqu'à l'avant-dernier chapitre. Si je me rappelle. Là, c'est la narratrice de 20 ans qui revient sur comment dire, cette fiction autobiographique et qui l'avait un peu en question. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Moi, il y a un extrait. Oui, il y a un extrait qui dit marque bien exactement ça, oui. Parfait. Donc on est entre les deux. Il y a Tina Mère qui est la petite fille qui est dans le récit au jeu, mais qui est revue et réénoncée en quelque sorte par le même personnage 20 ans plus tard. Et dans ce sens-là, c'est fermeté. Donc, elle revient sur cette autobiographie qui elle-même est fictive. Et pratiquement, elle l'amène à un autre niveau de fiction. C'est ça. Alors, citation. Tu tenais le fil du temps. Pourquoi cette hâte à te hisser jusqu'à tes 20 ans comme une petite chèvre de montagne? Beau paysage. Tu n'y es plus, Tina Mère. Alors je me réponds que je ne m'y vois plus parce que c'est moi désormais le paysage, parce que c'est moi le monde. Quelle phraséologie. Et ton récit? Oh, convention, mensonge, depuis quand, ma chère, les enfants de 5 ans, qui ont fait réalité 20, écrivent-ils leur mémoire? Depuis toujours, Tina Mère. Convention, mensonge, bien sûr, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'art d'écrire. On ne me demande pas mieux que de te croire. À cause de l'amnésie des premières années, tu pouvais dire n'importe quoi. Réponse. Il est agréable d'écrire en autant que la fabrication ne l'emporte pas sur la bonne foi. Réponse. Pauvre Tina Mère, tu serais septuagénaire que ta confession d'enfant de 3 ans paraîtrait encore plus véridique.